Salut tout le monde, bienvenue au premier podcast de l'année 2025 ou même de la saison courante. Je n'ai pas fait de balado encore cette année, donc ce sera le premier. Et quoi de mieux pour commencer que le fameux top 16 de mi-saison. Je viens d'enregistrer et de construire la vidéo en version anglophone, donc si vous préférez la version courte et anglophone avec du vidéo pour soutenir ce que je dis dans le fond, ça devrait sortir dans les prochains jours ou la semaine prochaine. Et ou sinon, vous avez la version longue et élaborée en version francophone, version podcast. J'aime bien enregistrer la version podcast tout de suite après la version anglophone. Comme ça, les informations sont fraîches dans ma tête. C'est plus facile pour moi d'élaborer sur les joueurs. Sauf que ça vient avec des inconvénients, comme le fait que j'ai ma conjointe qui travaille de l'autre côté des portes françaises qui sont juste à côté de moi. J'ai mes deux chiens qui sont sur le sofa en arrière en train de gruger des os. Et j'ai mon fils qui est supposé être à l'école, qui n'est pas à l'école parce qu'il s'est pété le pied hier. Donc, si vous entendez des bruits douteux ou des bruits qui ne sont juste pas supposés être dans le podcast, si va la vie. Aujourd'hui, ce sera comme ça. Je voulais enregistrer là, je voulais pas attendre puis le faire la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Donc, on part ça, puis je voulais partir ça avec un joueur que j'ai vu la semaine passée. On va dire que c'est une mention honorable dans le fond parce qu'il n'est pas dans le top 16. Mais Maxime Westergaard, c'est pas quelqu'un qu'on entend beaucoup parler, mais c'est un joueur de comme 5 pieds 11, quelque chose dans ce genre-là. J'ai pas sa page, j'ai les prospects en avant de moi, là, mais c'est un joueur qui bouge super rapidement, qui est intelligent sans la rondelle, qui est intelligent partout sur la patinoire, qui travaille fort. Puis il y a un nom de style, tu sais, Westergaard, là, ça fait très Witcher comme nom. Mais je l'ai vu parce que j'étais allé regarder dans le fond des matchs pour l'année prochaine pour Ivar Stenberg, qui est un top prospect de l'année prochaine. Puis j'ai remarqué Westergaard, j'ai vraiment aimé son jeu. Donc je voulais juste mettre son nom comme ça parce que je pense pas que j'ai vu quiconque en parler, mais je pense que c'est un joueur qu'on devrait peut-être porter attention. Probablement pas un top 16, je ne sais même pas si c'est un première ronde, mais c'est quelqu'un qui n'est pas trop loin de là, je dirais. Okay? Donc, on commence avec le top 16 en tant que tel. Puis pour commencer ça en force, comme d'habitude, étant donné que je ne suis jamais capable de prendre une décision puis de couper au numéro 16 directement, j'ai deux joueurs au numéro 16. Puis la raison pourquoi j'ai un peu de misère des fois à couper à un chiffre précis, c'est le fait que mes rangs sont bâtis avec des tiers. Donc, couper un tiers en plein milieu puis dire que le joueur qui est dans le même tiers n'est pas aussi bon que le joueur du même tiers, ça fait pas trop de sens. Donc, pour moi, j'ai arrêté, dans le fond, à un tiers. Puis c'est le numéro 16. Ça me donne deux joueurs qui seront Cameron Schmidt et Radim Murtka. Évidemment, la majorité du monde, quand vous allez voir, là, de plus en plus, là, ont Schmidt dans leur top 10 ou très proche de leur top 10. Qui est tout à fait comprenable parce que je pense qu'en termes de talent, en termes de production, en termes de potentiel, je pense que Schmidt est là, est quelque part dans le top 10. Le problème avec Schmidt, c'est que c'est un joueur de 5 pieds 8. Donc, évidemment, des joueurs de 5 pieds 8, il n'y en a vraiment pas une tonne dans la Ligue nationale. Il y a Caulfield, il y a Stan Coven, des affaires comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'en pleut pas. C'est pas toutes les équipes qui en ont un, c'est pas toutes les équipes qui en veulent un. Puis c'est pas tant que ça qui réussissent non plus. Donc, il faut que le joueur ait des habilités spéciales. Puis, généralement, il faut qu'il ait un bon patin, ce qui est le cas de Schmidt. Mais Schmidt, dans le fond, c'est un peu comme un hybride entre Caulfield et Stankoven, si on veut, dans le fond. Il y a la vitesse, il y a le tir, il y a la combativité. C'est un joueur qui travaille très, très fort sur la patinoire. C'est une machine de transition. Mouvement est-ouest, vitesse en ligne droite, là, il est exceptionnel. Je sais pas si je peux me souvenir d'un joueur qui... l'expression anglophone « breaking ankles », qui brise des chevilles de joueurs en transition autant que Schmidt. Il s'en vient à pleine vitesse, il fait une petite stepette gauche-droite, puis il part d'un côté, puis le défenseur de reculon, il n'a rien compris. Puis il tombe ses fesses ou il perd carrément Cameron Schmidt. C'est incroyable. Ses mouvements de transition, ses patterns de transition sont vraiment, vraiment élaborés et sont de grande qualité. Il y a aussi un tir foudroyant. Okay? Il n'est pas au même niveau que Caulfield au niveau de quand il était dans son année de repêchage. Je ne penserais pas que c'est vraiment le même type de tir non plus. La précision de Caulfield était juste phénoménale, tandis que Schmidt, c'est un mélange de power ainsi que précision, mais de dire qu'il est au même niveau de Caulfield, c'est quand même
un peu exagéré. C'est pour ça que j'aime dire que c'est un peu un hybride entre lui, entre Caulfield et Stankoven. C'est qu'il y a la combativité de Stankoven. Il n'y a pas nécessairement la vitesse de Caulfield, mais il est meilleur en transition que Caulfield. C'est pas un aussi bon passeur que Caulfield, mais Caulfield n'a pas toujours été un bon passeur. Il a toujours été un bon passeur, il n'a juste pas été un joueur qui était ouvert à passer la rondelle. C'est un gars qui tirait, qui forçait des tirs, mais c'est la même chose avec Schmidt. C'est un joueur qui force des tirs tout le temps, tout le temps. Des fois, il y a une passe simple, transversale, qui pourrait ouvrir, qui pourrait donner un but vraiment facile, puis il la voit pas. Il y a la vision tunnel, puis on tire sur le filet, tire sur le filet, tire sur le filet. Donc, c'est un peu ça, Schmidt, sauf que évidemment, ça, c'est toutes des choses qui sont appelées à s'améliorer avec le temps, avec l'expérience, avec le coaching. Donc, je suis pas vraiment inquiet de ce côté-là. Dans le fond, je l'ai au numéro 16 parce que même si c'est un joueur de potentiel, top 10, talent top 10, le fait qu'il est 5 pieds 8 fait en sorte que pour l'instant, il reste au numéro 16. On verra en fin de saison s'il va m'avoir convaincu. Mais j'ai pas encore de rapport complet sur Cameron Schmidt, sauf que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne de juste les highlights de Cameron Schmidt, dans le fond, là, comme c'est 30 quelques premiers matchs. Donc, vous pouvez aller voir ça, si vous voulez. C'est quand même intéressant si vous êtes intéressé sur le joueur. Et le deuxième joueur qui est au numéro 16, ce qui fait pas de sens, mais c'est comme ça, c'est Radim Murtka, qui est un joueur complètement différent. Premièrement, c'est un joueur dans une position différente. C'est un défenseur droitier. Puis c'est aussi un joueur de 6 pieds 6. Donc, on parle vraiment d'un extrême à l'autre. Sauf que Murtka, c'est un joueur qui a commencé l'année en Tchéquie. Puis pour qui ça allait pas nécessairement très, très bien non plus. Là. Ça a été quand même assez difficile. Puis après ça, il s'est un peu fait lancer dans la WHL dans une équipe médiocre. Puis mais ça fonctionne. C'est pas... je dirais, il n'y a pas beaucoup de défenseurs que je regarde que je me dis qui ont le même potentiel défensif. Il est vraiment, vraiment bon. Évidemment, c'est un joueur qui est très élancé, là, 6 pieds 6, avec une portée qui couvre la moitié de la glace. Donc, évidemment, ça aide la défense. Mais ça peut aussi nuire à la défense parce que c'est beaucoup plus facile d'attaquer le triangle d'un joueur qui, avec son bras étendu, qui couvre le milieu de la glace. Passer en dessous de ça, c'est pas mal plus facile qu'un joueur qui est plus petit. Sauf que je trouve qu'il couvre très bien son côté. C'est un joueur qui a une certaine physicalité aussi. C'est pas le meilleur des patineurs, c'est pas le plus agile des patineurs. Donc, tu sais, un joueur justement comme Cameron Schmidt serait capable de prendre avantage de ça en faisant 2-3 petites tapettes, puis Murtka va être parti dans les brumes. Sauf que c'est un apprentissage à faire, évidemment. Quand tu es à 6 pieds 6 à 17 ans, ben il y a des problèmes de coordination qui viennent avec ça. Donc, c'est tout du travail dans le gym puis du travail de coordination à faire, mais le potentiel est là. Puis c'est pas juste défensif, il est aussi capable de bouger la rondelle. Définitivement, il y a du travail à faire sur la prise de décision, il y a du travail à faire sur les passes, sur le patin. Il y a plusieurs aspects de la game de Murtka qu'il faudrait améliorer, puis qu'il va améliorer, j'ose imaginer. Sauf que si on fait une projection, puis qu'on dit que tout ça prend un cran de plus en termes de son hockey sense ou sa vision sur la glace, sa prise de décision avec la rondelle, sa défense, son patin, tout ça va faire en sorte que ça va devenir un joueur qui, selon moi, peut se ramasser dans un top 4. Puis si dans ton top 4, tu as un défenseur qui est relativement mobile, qui défend bien, qui est capable de faire une belle première passe, qui est 6 pieds 6, qui est physique, puis qui joue à droite en plus, ça... il n'y a pas beaucoup d'équipes qui disent non. Surtout, dans le coin de moitié de la première ronde, je pense que c'est un bon risque à prendre. Donc, on y va pour le numéro 15. Et au numéro 15, j'ai Ivan Ryabkin, un joueur qui descend dans la liste de pratiquement tout le monde. Puis, dans le fond, la façon dont je le vois, c'est que Ryabkin, jusqu'à date, ça n'a pas bien été cette année, là, que ce soit MHL, VHL, KHL, peu importe ce qui est allé, ça n'a pas nécessairement bien été. Là, ils viennent de transférer dans la USHL pour les Muskegon Lumberjacks, qui devrait l'aider énormément. Dans le fond, probablement beaucoup plus de structure dans la USHL que dans la MHL. D'ailleurs, il a commencé, je pense, avec 2 games, il y a eu 3 buts, quelque chose comme ça. Pas des buts extraordinaires, là. Celui dans la deuxième partie, c'était quand même pas pire, mais
C'est des buts moyens. C'est juste pas spectaculaire, mais c'est des buts qui se font dans la Ligue nationale. Là. Mais ça, overall, tout ça pour dire que Rehab Kins, il pourrait être plus haut parce que son passé indique que c'est un joueur de très haut talent. Donc, ses statistiques de l'année précédente, son repêchage, pourraient être mis dans la même conversation que des joueurs comme Mishkov puis des joueurs comme Demidov. Okay? Donc, jusqu'à l'année passée, c'est un joueur dominant. Puis même l'année passée, quand je regardais la MHL, je voyais Ryabkin, puis je me disais que ce joueur-là, c'est une vedette à en devenir. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette année, j'ai aucune idée c'est quoi qui s'est passé cette année, mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis c'est dans sa tête parce que définitivement, là, il essaye. Il essaie des affaires, mais il n'y a juste rien qui fonctionne. Donc, il y a un problème quelque part, mais c'est quoi le problème? Je ne sais pas. Parce que l'année passée, il était capable de faire les jeux, puis l'année passée, il était meilleur que ce qu'il a l'air cette année. Donc, il y a quelque chose, mais le potentiel est définitivement là, sauf que là, il faut que la production débloque un peu. Fait que là, c'est sûr, il commence avec 3 buts en 2 games dans la USHL. On va voir qu'est-ce que ça donne sur le reste de la saison. Donc, il y a un potentiel qui puisse remonter vers en haut, autant qu'il y a un potentiel qui descende par en bas. Parce que si ça ne débloque pas, puis que son jeu de passe, il ne débloque pas, je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont prendre un Ivan Ryabkin dans le top 16. Malgré l'historique de production qui vient avec lui. Donc, on passe au prochain, numéro 14. Et numéro 14, j'ai Braden Coots, qui est un joueur, un très bon joueur. Un joueur qui... Je me demande que s'il y avait eu un peu d'aide dans son équipe pour produire, je me demande si c'est pas un joueur qui aurait pu, justement, finir dans le top 10. Parce qu'il a des bonnes habiletés. C'est un joueur qui est complet. C'est un joueur qui a des détails dans son jeu. C'est un joueur qui va travailler fort sur 200 pieds. Il joue un style de jeu professionnel, si on veut. Mais il y a beaucoup de jeux qui manquent. C'est pas le joueur nécessairement le plus rapide en tant que tel. Puis je trouve qu'il y a un peu de problème de manipulation de la rondelle quand il est à haute vitesse. Mais c'est un joueur qui fait un peu tout bien. Il a un bon lancer, il a une bonne vision du jeu. C'est un gars qui est capable de faire des belles passes. Je suis pas sûr que le potentiel est vraiment comme très haut. C'est juste, je pense que c'est plus un joueur qui est relativement safe. C'est un gars qui fait une bonne production, qui a un gabarit moyen, il est comme 6 pieds ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que, tu sais, des fortes chances que ce soit un joueur qui devienne comme un centre de 3e trio dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'il y a tant de chances qu'il devienne un joueur de top 6, sauf que c'est pas impossible parce qu'il démontre des flashs d'un joueur qui est capable de faire ça. Je me souviens plus c'est quel game, là, je me souviens même pas c'est quand, c'est la semaine passée ou le 2 mois, mais il y a un jeu qui me revient toujours en tête quand il passe à travers 2 défenseurs puis il se ramasse en arrière du filet avec le momentum puis il réussit à refaire une passe dans l'enclave par en avant comme sur le bout de son bâton puis c'était de toute beauté. Là. La façon qu'il a fait son setup, c'était vraiment là, c'était spectaculaire. Puis des flashs comme ça, il y en a une fois de temps en temps. Il n'y a pas toujours du monde pour finir ces jeux, mais il y a souvent des... souvent. Je dirais pas souvent, parce s'il y en avait souvent, il serait plus haut. Mais il y a des flashs comme ça dans son jeu, ce qui démontre des jeux de haute difficulté, des jeux élites qu'il est capable de faire, de maintenir la possession, puis d'envoyer une rondelle dans des espaces restreints ou de travailler aussi dans des espaces restreints. Ouais, c'est ça. Je trouve que Coots, pour l'instant, c'est un joueur, selon moi, à potentiel de joueur de 3e trio, sauf qu'il y a des flashs de top 6. Fait que je ne suis pas prêt à dire que c'est un joueur de top 6, sauf que ça se pourrait que ça bouge vers là. Sauf que ça va être dur dans l'équipe avec laquelle il joue de voir justement ces flashs-là se transformer en production. Donc, c'est ça. C'est ça pour Braden Coots au numéro 14. On passe au numéro 13. Et au 13, on a Anton Frandel. Un autre joueur qui descend un peu comme Ryabkin, c'est tous des joueurs qu'on pensait qui seraient dans le top 10 ou même dans le top 5 là, depuis 1 an ou 2. Sauf que Frandel, sa production est quand même correcte. Là, je vais ouvrir une page d'Elite Prospect là, juste pour être sûr de pouvoir
J'ai même pas, j'ai même pas vérifié sa production parce que je m'en foutais un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Dans la Allsvenskan, il y a quand même 6 points en 14 matchs. Ce qui n'est pas mauvais comme production dans une ligue professionnelle. C'est une ligue d'adultes, la Allsvenskan. C'est pas les enfants qui s'en vont jouer là. Sauf que ça reste la ligue de deuxième tiers en Suède. Fait que c'est pas une grosse ligue non plus, mais c'est pas une ligue qui est facile à produire. Là. À moins d'être une superstar, là, il n'y a pas beaucoup de production dans cette ligue-là pour les jeunes, généralement. Puis aussi, Frondel, les fois que je l'ai vu, il jouait pas vraiment dans un top 6 non plus. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas bien pour la côté production. Mais moi, c'est plus son jeu en tant que tel que je commence à être tanné. Pas que je suis tanné, mais tu sais, Frondel pas pendant des années, mais mettons l'année dernière, puis peut-être même l'année d'avant, je pensais que Frondel, c'est un joueur qui était sur la voie de devenir une star de production. T'sais, oui, il a toujours été quand même relativement fort pour son âge. C'est un joueur qui avait des bonnes habiletés. C'est un joueur qui a des excellentes mains. Tout ce qui va avec ça, sauf qu'il avait l'air de s'en aller vers un genre de Lucas Raymond, si on veut. Ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant. T'sais, Lucas Raymond aussi, il a eu une saison relativement difficile dans son année de repêchage là, en termes de production. Mais quand on le regardait, c'était évident là, que c'est lui qui allait chercher toutes les rondelles dans le fond, puis c'est lui qui faisait les jeux difficiles, c'est lui qui passait la rondelle ou qui coupait vers le milieu, puis tout ce qui était difficile à faire, c'était Lucas Raymond qui le faisait. Frondel, en ce moment, il est beaucoup plus du style à juste exploiter l'espace libre sur la patinoire, recevoir une rondelle, faire un tir avec ça. Donc, il est plus vraiment... Il est fabricant de jeu ou quelque chose comme ça. C'est un joueur qui... Il fait juste se positionner, puis il fait des tirs, puis c'est pas mauvais, parce que ça en prend des joueurs comme ça. Mais à mon avis aussi, Frondel, je trouve pas que c'est un bon patineur. Je sais qu'il y a du monde qui trouve qu'il patine très bien, même excellent. Moi, je trouve vraiment pas. Je trouve qu'il a des pieds vraiment pesants. Fait que c'est comme ça. Des fois, il y a du monde qui trouve quelque chose, puis du monde qui trouve quelque chose d'autre. C'est une question d'opinion, mais personnellement, moi, je trouve pas qu'il y a une bonne technique, puis je trouve que les pieds vraiment pesants. Fait que je trouve pas qu'il y a nécessairement une belle mobilité est-ouest, ni une belle mobilité nord-sud. Sauf que c'est un joueur qui est fort. C'est un joueur qui travaille bien le long des bancs. C'est un joueur qui a des très bons détails dans son jeu défensif. Puis c'est aussi un joueur qui a des bonnes mains dans le trafic, puis il a un bon tir. Donc, il y a un potentiel offensif. C'est juste que je pense que c'est plus un joueur complémentaire et non un driver. Je pense pas que ça va jamais être le joueur qui va être le joueur de centre qui va amener la rondelle ou qui va aller chercher la rondelle puis qui va faire des jeux à partir dans le fond, de la bande pour rentrer la rondelle vers l'intérieur ou faire décortiquer une défense. Ça sera pas Frondel. Frondel, dans le fond, il va utiliser l'espace que sur la patinoire, puis il va être capable de lancer avant que quelqu'un se mette dans l'espace qui est libre, ou sinon, il va être capable de faire un petit jeu avec ses mains pour passer à côté du bâton puis de faire un tir de toute façon, puis utiliser, dans le fond, ses forces qui sont ses mains, son gabarit, puis son tir. Mais le reste, je pense que sa vision, c'est plus vraiment du niveau que je pensais que ça allait être. Sa capacité de passeur n'est plus du niveau que je pensais que ça allait être. Même chose pour le patin, même chose pour l'intelligence sur glace côté offensif. Je pense que ça reste quand même limité. Puis ça, c'est la fin d'un tiers. Le prochain joueur passe à un prochain tiers. Je ne vais pas dévoiler mes tiers encore. Je vais garder ça pour la fin. Mais ça, c'est la fin d'un tiers. Et le prochain, au numéro 12, Jake O'Brien, c'est le début d'un nouveau tiers. Puis c'est un joueur qui a eu de la misère au début de la saison. Comme la première douzaine de parties, ça a été plus compliqué. Il y a eu quand même une certaine production, là, pratiquement un point par match, quelque chose comme ça, sauf que c'était plus difficile dans les parties. Il était moins combatif, moins compétitif. Même le long des rampes, il perdait beaucoup ses batailles. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. Okay? Mais là, il est revenu, puis il est revenu en force. Ben, il n'est pas revenu, il n'est jamais parti. Il a retrouvé le Jake O'Brien de l'année passée, le joueur compétitif avec un niveau de talent vraiment super bon. Selon moi, c'est un des meilleurs playmakers dans le repêchage. C'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est un des meilleurs.
un de mes problèmes cette année, une des raisons pourquoi je l'ai encore en dehors de mon top 10, parce que, tu sais, O'Brien, ça reste quand même un joueur de 6 pieds 2. C'est pas un petit joueur, c'est un joueur qui a quand même un bon gabarit. Qui a de l'espace pour prendre du gabarit aussi, là, pour prendre du poids et devenir plus fort. C'est un bon patineur, c'est un bon manipulateur de rondelles, il fait des belles passes, il est fort, il est compétitif, il y a un peu de tout. Mais un de mes problèmes actuellement, c'est que il garde la rondelle quand même très longtemps sur son bâton, puis il ralentit le jeu. Au lieu de faire des jeux à exécution rapide ou de faire des jeux en mouvement, ou dans le fond, juste avec rapidité. On regarde, mettons, Jake O'Brien travailler avec la rondelle, puis on regarde... on prend un exemple de James Higgins, évidemment, ils ne sont pas au même niveau dans le repêchage, mais c'est juste un exemple comme un autre. Tu sais, James Higgins, il fait tout à haute rapidité. En ce moment, O'Brien, il était capable, il le faisait l'année passée, pas au même niveau, sauf que là, cette année, il est plus en mode ralentissement. Il ralentit la game, il garde la rondelle beaucoup sur son bâton pour faire des jeux. Puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne moins au niveau de la Ligue nationale. Mais l'année passée, il jouait d'une autre façon, donc je me dis que le potentiel est encore là pour ça. Sauf que si évidemment, c'est une des choses il va se faire dire de travailler par l'équipe qui va le repêcher, c'est de prendre des décisions rapides, de pas nécessairement garder la rondelle sur ton bâton pendant 30 secondes avant de faire une passe ou d'identifier un joueur ou pour l'envoyer. Ça va être de faire des jeux rapides, puis des décisions rapides, puis plus qu'il va être capable de faire ça, plus qu'il y a un potentiel dans la Ligue nationale. Donc, très bon joueur offensif, aussi un joueur, comme je disais, qui est compétitif, qui travaille fort le long des bandes, qui n'a pas peur nécessairement de couper dans le milieu aussi. C'est juste qu'il y a certaines choses à travailler, dont la rapidité de prise de décision avec la rondelle, puis de faire des jeux en bougeant ses pieds, pas toujours être en arrêt pour pouvoir faire ses jeux. Donc, c'était ça pour le numéro 12. Maintenant, si on passe au numéro 11, on a Jackson Smith, qui est un autre défenseur. Un autre défenseur, c'est pas comme si on a eu une tonne jusqu'à là. Le seul que j'ai parlé, c'est Radim Murtka. Jackson Smith, c'est un défenseur gaucher, un défenseur de 6 pieds 3. Un défenseur, je dirais, qui a commencé surtout défensif, qui est capable aussi de bouger la rondelle de sa zone en transition, dans le fond, faire un bon breakout. Je cherche le mot breakout là, actuellement, mais en français, mais ainsi va la vie. Là. Il y a une belle première passe. C'est un joueur qui commence à s'activer de plus en plus aussi à la ligne bleue. Donc, descendre de la ligne bleue pour aller trouver une passe dans l'enclave. De plus en plus, je le vois faire ça. c'est quand même drôle à voir. Des fois, là, je le vois, il reçoit la rondelle à la ligne bleue puis il se met en 10-2 là, ou à la demi-double avec les patins, dans le fond, là, à 10 et à 2 heures. Il patine comme ça, mais c'est un gars, c'est pas le plus coordonné dans ses jambes. Là, fait que le voir faire ça avec la rondelle, descendre le long de la rampe, puis trouver quelqu'un dans l'enclave, c'est quand même assez, assez spectaculaire. Là. C'est quand même fun à voir. Je pense qu'il y a quand même une bonne production. Là. J'ai pas les chiffres devant moi. Je vais juste retourner encore sur Elite Prospect juste pour être sûr que je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Il y a 29 points en 39 matchs. Là. Il n'y a pas de mauvaise production, sauf que c'est pas un joueur offensif. C'est un joueur, comme je dis, qui en ce moment s'active plus qu'il faisait en début de saison, qui essaie plus de trouver des lignes de passe pour l'enclave. Ce qui est une bonne chose, c'est dans la Ligue nationale, tout le monde qui regarde Lane Hutton, là, ils savent très bien qu'il fait à peu près 48 passes dans l'enclave par shift. Fait que Jackson Smith, il essaie de faire la même chose, sauf que les points qu'on voit, c'est pas vraiment ça, sa vraie production. Je pense là-dedans, il doit avoir une coupe de game là, comme je pense d'ailleurs, il y a une game de 4 points il n'y a pas trop loin. Fait que ça vient comme un peu grossir sa production sans vraiment là, qu'il y a une production constante. Là. Je vais essayer danser. En tout cas, je ne l'ai pas ici, là, mais je suis pas mal sûr de ce que je dis. Je n'ai pas vérifié sa production avant d'enregistrer, sauf que je suis pas mal sûr qu'il y a eu une coupe de game là, de comme plusieurs points, puis ça a un peu boosté sa production. C'est un joueur, dans le fond, on peut se dire que c'est un joueur qui va être capable de défendre.
C'est un gros bonhomme qui patine quand même relativement bien, qui va être un bon défenseur défensif avec la capacité de faire une première passe, puis aussi la capacité de descendre un peu puis de trouver des lignes de passe au niveau offensif. Mais il ne faut pas trop s'attendre, même s'il essaie. Mais tu sais, en même temps, un joueur comme ça, à son âge, qui essaye de trouver des lignes de passe, qui essaye de trouver des façons de créer de l'offense, il peut toujours développer ce côté-là aussi. Donc ça, on ne sait jamais. Sauf que à son âge, ça n'a pas l'air naturel encore. Donc, je dirais potentiel limité offensif, mais défensif transition, je pense que c'est excellent. Donc, on passe au top 10. On rentre dans le top 10 et le premier joueur du top 10, c'est Carter Bear, qui est en train de devenir le joueur favori de tout le monde. Puis il y a une raison pourquoi. C'est parce que c'est un joueur qui n'a pas vraiment de faiblesse, mais c'est un joueur qui travaille excessivement fort partout sur la patinoire. C'est pas juste travailler fort offensivement, c'est travailler extrêmement fort défensivement. C'est un joueur qui est physique, même si c'est pas nécessairement un gros joueur. Il est comme 6 pieds, un enfant de même. Sauf que, ouais, c'est ça. Il travaille fort, il a beaucoup de talent, il n'a pas vraiment de faiblesse. Que ce soit son tir, que ce soit son patin, que ce soit son intelligence, que ce soit ses mains, que ce soit sa capacité de passeur. Carter Bear est capable de tout faire à un haut niveau. Est-ce qu'il est élite dans quoi que ce soit? Non. Il n'y a aucune habilité que je peux dire qui est élite. Je suis pas sûr qu'il y a une habilité que je peux dire qui est vraiment comme high-end, haut de gamme. mais il est excellent dans tout. Il n'y a rien qui fait pas bien. Puis tu rajoutes par-dessus ça son niveau d'effort et sa constance, ça fait de lui un joueur avec un potentiel top 6 dans la Ligue nationale, qui est capable de jouer défensivement, qui est capable de jouer offensivement, qui peut se mettre dans l'enclave puis faire des tirs autant qu'il peut être celui sur l'extérieur puis faire des passes vers l'enclave. C'est un joueur, dans le fond, là, qui peut être utilisé à toutes les sauces avec un potentiel offensif. Donc, c'est ça, Carter Bear. J'imagine que c'est ça la raison pourquoi que tout le monde est en train de tomber en amour avec lui et qu'il est dans le top 10, de plus en plus dans le top 10 de tout le monde. C'est ça. C'est pas nécessairement un joueur impressionnant à regarder, mais c'est un joueur. T'as un gars qui est physique, qui travaille sur 200 pieds, qui peut passer la rondelle, qui peut tirer la rondelle. Qui va aller récupérer les rondelles en fond de territoire, qui va supporter sa défense en zone défensive. À un moment donné, tu peux pas demander plus que ça. Le gars, quand il patine, il ressemble un peu à Zach Benson. Pour ceux qui ont vu Zach Benson patiner dans le junior, là, il est un peu comme penché par en avant, puis c'est pas ultra efficace. Hein. Il se déplace relativement bien. Je pense pas que ce soit un problème au niveau de la Ligue nationale, tout comme dans le fond, c'est moyennement un problème pour Benson actuellement. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Sauf que c'est sûr que c'est l'aspect le plus faible de son jeu, justement. C'est sa stature là, de patin qui est très moyenne. Très penchée par en avant. On passe au numéro 9. Et le numéro 9, c'est Lyndon Lakovic, qui est un de mes joueurs préférés. Honnêtement, c'est... À chaque fois que je vois un match avec Lyndon Lakovic, il sort du lot. À chaque fois. Mais c'est sûr, le gars, c'est un gars de 6 pieds 4. Il a un excellent coup de patin, mais vraiment excellent. Le gars, il vole sur la patinoire. Là. Il a pas des fois, il a besoin d'une coupe d'enjambée pour s'y rendre. Fait que c'est pas nécessairement un gars qui va exploser. Mais si tu lui donnes son air d'aller dans la zone neutre, il n'y a personne qui va pouvoir l'arrêter rendu dans la zone offensive. Là. C'est sûr que non. Fait que c'est ça. Fait que t'as un gars de 6 pieds 4 qui a des excellentes mains, qui est un bon passeur, qui est aussi un excellent tireur. Là. Son tir, sa release est très rapide. Je pense pas nécessairement que c'est le tir le plus précis ou le tir le plus solide qui existe, sauf qu'il est bon pour placer la rondelle, il est bon pour laisser partir la rondelle rapidement, sans avertissement, dans un instant. Fait que tu rajoutes ça avec le frame de 6 pieds 4, l'excellent coup de patin, les mains qui sont vraiment excellentes aussi. C'est pas un joueur physique malgré qu'il est 6 pieds 4. C'est un joueur, comme je dis dans ma version vidéo, c'est un joueur qui joue un peu comme s'il était un joueur de 5 pieds 9. Dans le sens que il y a
oui, des fois, il coupe vers le milieu. Oui, des fois, il descend à l'épaule puis il essaye de s'accoter sur le défenseur puis de couper vers le filet. Mais c'est pas une grosse présence devant le filet. C'est pas une grosse présence le long des rampes. C'est pas un gars qui, justement, drop l'épaule puis coupe au filet tout le temps. Cut back puis rentre dans le milieu de la glace, descend avec la rondelle, va aller finir ça au filet. C'est pas nécessairement ça, Lyndon Lakovic. Là. À part quelques games ici et là, la majorité du temps, c'est plus un joueur de finesse. Donc, oui, il est 6 pieds 4. Son poids, je ne l'ai pas dans moi, mais je pense que c'est comme 190, non pas comme ça. Fait que c'est pas le gars le plus pesant non plus, mais c'est vraiment plus un joueur de finesse qu'un joueur de power, dans le fond, malgré son gabarit. Mais c'est pas quelque chose, ça se peut très bien que c'est quelque chose qui se développe aussi, sauf que généralement, la constance du niveau d'effort, c'est rare que c'est quelque chose qui s'améliore. Un joueur qui joue d'une certaine façon, avec une certaine intensité au niveau junior, c'est rare que cette intensité-là, elle change au niveau de la Ligue nationale. Donc, je pense que Lakovic est un joueur de finesse là et va rester un joueur de finesse plus tard. C'est ça. À part dans le match contre les États-Unis, là, où peut-être qu'il le prenait à cœur parce qu'il représentait le Canada ou quelque chose comme ça, mais où il était beaucoup plus... C'était beaucoup plus style power forward là, comparativement, dans le fond, juste à ces matchs dans la WHL. Donc, ça va être à suivre, mais comme je dis, un joueur de finesse plus qu'un joueur de power, mais il pourrait avoir une petite partie power qui se développe dans sa game qui pourrait justement l'aider à rentrer dans le top 10 des recruteurs de la Ligue nationale aussi. Au numéro 8, j'ai Victor Eklund, qui est pas nécessairement un gros joueur. C'est un joueur de 5 pieds 11, Victor Eklund, mais c'est un joueur... Si tu donnais la combativité de Victor Eklund à Lakovic serait un joueur top 3 ou top 5. Puis, dans le fond, même chose. Tu donnes le gabarit de Lakovic à Eklund, ben ça va du même côté. Mais Eklund, c'est un joueur, dans le fond, sa force première, c'est sa compétitivité, dans le fond. À quel point que c'est un compétiteur. Il travaille extrêmement fort dans les coins de patinoire, le long des rampes, travaille extrêmement fort défensivement, travaille extrêmement fort en transition. Un excellent coup de patin, il est très, très, très rapide, il est très agile, S-West. Dans le fond, au niveau coup de patin, je dirais que c'est pratiquement high-end, là. C'est vraiment très, très bon. Sauf que j'ai l'impression que son jeu est quand même relativement simple. Du moins, dans les parties que j'ai vues, c'est très give and go. Très, dans le fond, une petite passe pour un joueur dans un espace libre, puis on se redirige ailleurs dans un autre espace libre, puis on avance le jeu de cette façon-là, qui est quand même très LNH en style de jeu, si on veut, sauf que je m'attends pas à ce que Eklund soit un joueur dans le futur qui décortique la défense adverse puis qui réussit à faire des jeux incroyables, des affaires comme ça. C'est pas un joueur de talent comme... Je te dirais, Lakovic a plus de talent que Eklund, à mon avis. Je pense, overall, en termes de patin, c'est différent. Là. Il y en a un qui est beaucoup plus explosif, là. Eklund. Lakovic, lui, c'est un gars qui est comme rapide et inarrêtable parce qu'il est 6 pieds 4. Mais si on prend, mettons, les mains, le niveau de passeur, le tir, je dirais c'est soit égal presque partout ou je te dirais Lakovic est peut-être une petite coche au-dessus à mon avis là, en termes de maniement de rondelle, en termes de tir. Peut-être que je donnerais un avantage à Eklund pour le côté de la passe, mais encore là, je suis pas sûr. C'est juste que Eklund, un coup que tu prends son niveau d'habileté puis tu rajoutes sa combativité, puis à quel point que il abandonne pas. Tant qu'il n'y a pas la rondelle, il abandonnera pas. Ça fait en sorte que Eklund est au-dessus de Lakovic, mais personnellement, j'aime mieux Lakovic que Eklund. Mais un des critères premiers dans toutes les évaluations que je fais de joueurs, c'est la combativité. C'est sûr, des fois, quelqu'un qui déborde de talent, même s'il n'y en a pas de combativité, à un moment donné, le talent fait en sorte que ça va le monter dans n'importe quel repêchage. Sauf que la combativité est tellement importante qu'un joueur qui a moins de talent, mais plus de combativité, plus de compétitivité, plus d'énergie, il va être au-dessus du joueur qui a plus de talent.
C'est juste parce que dans la Ligue nationale, c'est tellement, tellement important. Les joueurs sont tellement combatifs, tellement compétitifs qu'à un moment donné, t'as juste pas le choix. Ça prend ça. Mais Eklund est définitivement là, supérieur à la moyenne en termes de compétitivité. Après ça, numéro 7, c'est un joueur que j'avais. En début d'année, j'avais au numéro 7, puis je l'ai gardé au numéro 7, mais je suis peut-être un petit peu moins sûr de mon coup maintenant, mais c'est pas grave. J'ai Justin Carbonneau. Un joueur que j'adore depuis l'année passée. Puis personnellement, comme je vous dis, je suis pas sûr qu'il va être encore 7e d'ici la fin de la saison. Là, ça va être à voir. Généralement, dans un repêchage, mettons, comme l'année passée, je pense pas qu'il aurait été 7e. Mais bon. Ainsi va la vie. Carbonneau, c'est un joueur qui a justement toutes les habiletés, mais qui a peut-être un petit peu moins de consistance dans son jeu. Puis aussi le fait que, quand je pourrais l'expliquer, c'est un joueur qui il est plus vite, il est plus fort, il a plus de talent que la grande majorité des joueurs dans la Ligue du Québec. Donc, il sait, il utilise ça. Ça fait en sorte qu'il va gagner ses batailles, il va gagner ses courses pour la rondelle, il va être capable de se débarrasser d'un joueur puis de faire son tir ou se débarrasser d'un joueur sur son dos avec 2-3 coups de patin puis de faire une passe transversale. C'est plus facile pour lui parce qu'il est justement à un niveau tellement supérieur en termes de force, vitesse et habileté de finesse. Donc, je suis pas sûr que tout ce qu'il fait se transfère bien dans la Ligue nationale. C'est un joueur quand même un peu individualiste. Je pense pas que c'est nécessairement aussi le gars le plus intelligent sur la patinoire. Sauf que le niveau d'habileté est tellement, tellement bon pour un joueur de son âge. Son tir, que ce soit son tir du poignet, plus que son one-timer. Son one-timer, il est des fois très bon, mais je trouve qu'il manque quand même relativement souvent. Sauf que son tir du poignet, là, il est dans les hautes sphères du repêchage. Là. C'est vraiment tout un tir, mais c'est aussi de la façon qu'il joue, tout a l'air facile. Tout a l'air fluide. Quand il ramasse la rondelle, il reçoit une passe, puis il faut qu'il tourne la rondelle en l'entour du bâton de quelqu'un qui essaie de faire un post-check pour faire son tir ou pour rediriger la rondelle pour un jeu backdoor, mettons. Tout est tellement fluide, puis tout est tellement l'air facile pour lui, ou comment il se repositionne pour faire un tir, c'est dur à expliquer, faut le voir pour le comprendre, dans le fond, là, mais il y a des joueurs pour qui tout ce qu'ils font, ça a l'air compliqué un peu, ils réussissent à le faire, mais c'est compliqué. On prend, mettons, Nate Danielson, par exemple, là, quand il essaie de faire un jeu avec ses mains, rediriger la rondelle sur son bâton, puis de lancer un tir, là, c'est jamais fluide. Là. Ça n'a jamais l'air fluide. Mais Justin Carbonneau, c'est fluide x10. Okay? Fait que là, je pense que le potentiel est très haut. C'est un joueur qui va avoir besoin de coaching, de changer un peu sa façon de jouer, être moins individualiste, puis utiliser ses teammates un peu plus, puis aussi, évidemment, ça va être un choc quand il va arriver au point où que le monde sont vite comme lui, puis sont forts comme lui, ça va être plus difficile. Mais c'est un joueur qui a déjà une bonne production l'année passée, puis il était pas aussi fort l'année passée, il était pas aussi vite l'année passée, son tir était pas aussi puissant l'année passée. Donc, je pense que c'est un joueur qui a quand même le potentiel de devenir très bon. Je trouve que c'est un joueur que... Je pense pas que c'est un joueur qui va être pris dans le top 10. Là. Je serais vraiment, vraiment surpris que quelqu'un prenne Justin Carbonneau dans le top 10. Sauf que je pense que c'est un joueur qui a le potentiel de devenir un vol plus tard dans le repêchage. Fait que s'il se fait prendre quelque part comme dans la deuxième moitié de la première ronde ou, mettons, en deuxième ronde, je pense que c'est vraiment un joueur à potentiel de vol. C'est le même que je le vois. On passe au prochain. Et le prochain, c'est Roger McQueen. Probablement temporairement, parce que je pense que Roger McQueen a plus de potentiel que le prochain. Sauf que Roger McQueen n'a pas joué depuis octobre. Donc, c'est sûr que ça aide pas à évaluer un joueur. Puis aussi, les parties que j'ai vues en octobre, j'ai pas écouté les 8 parties qu'il a jouées, sauf j'en ai écouté, je pense, 4. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense. C'était pas exceptionnel.
Des fois, tu le voyais, des fois, tu le voyais pas. Puis c'est le même problème que l'année passée. Dans le fond, c'est des problèmes de constance avec Roger McQueen. D'un chiffre à l'autre, t'as pas nécessairement le même gars. Des fois, t'as un gars qui va créer du chaos dans l'enclave. T'as un gars qui rentre avec la rondelle vers le filet. T'as un gars qui se positionne en avant du filet puis qui va justement blinder le goalie. T'as un joueur qui est un super bon fabricant de jeu, qui a un bon tir. T'as un joueur qui patine quand même bien pour un gars de sa grosseur. C'est pas une grande force, mais il patine bien pour sa grosseur. Bon en protection de rondelle. Moyen pour gagner ses batailles le long des rampes, mais quand même, il y a un potentiel là, on s'entend. Sauf que là, quand il jouait en octobre, il était très in and out. C'était pas très, très égal en termes de compétitivité, sauf que le talent est définitivement là. C'est pas tous les jours qu'on voit un centre de 6 pieds 5 qui est capable de manier de la rondelle, la façon qu'il est capable de la manier, puis de couper vers le milieu en maintenant la possession de la rondelle, puis de s'amener vers le filet, toujours en possession de la rondelle, puis de faire un tir dans l'enclave, puis comment c'est... Il n'y a pas une tonne de joueurs avec ce potentiel-là. Donc, si on prend ses habiletés, on prend son potentiel, c'est un joueur top 3, top 5. Sauf qu'il ne l'a pas encore démontré cette année. Puis il a aussi joué seulement 8 parties. Donc, avec le peu d'infos qu'on a, je pense qu'il revient dans les 2-3 prochaines semaines. Si je ne me trompe pas, j'ai vu ça quelque part. Je ne suis pas trop sûr où. S'il revient, puis il a le temps de jouer, puis de montrer justement là, que son niveau de playmaking est encore là, puis son niveau de combativité est encore là, puis que c'est ça, qu'il redevient Roger McQueen dans le fond, là, ben il va remonter dans le top 5, puis sinon, ben c'est ça, il restera numéro 6. Je pense pas qu'il peut descendre ben plus loin que ça, parce que ce qui arrive avec McQueen, c'est après ça, c'est des joueurs justement là, comme Carbonneau, Eklund, Lakovic, Bear. Je serais quand même surpris qu'un de ces joueurs-là puisse se tailler une place dans le top 6. Là. Je serais quand même. Je serais quand même surpris. Sauf que s'il ne joue pas d'ici la fin de la saison, qui va repêcher McQueen avec 8 matchs cette saison, une saison complètement perdue, tout en sachant que l'année passée, ben, c'est un gars qui est né en octobre, si je ne me trompe pas, donc il n'y a pas. Il était déjà gros, il était déjà fort l'année passée, donc sa production de presque 1 point par match, c'était quelque chose qu'on devait s'attendre. Cette année, ça devait être beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça reste à voir dans le fond avec Roger McQueen. Tout dépend, dans le fond, de comment ça va aller quand il revient, puis s'il revient. Donc, c'est ça. On passe au prochain. Et au prochain, un autre boy de la QMJHL, ou de la LHJMQ plutôt, c'est Caleb Desnoyers, qui, avec le temps, est devenu un de mes joueurs préférés. Dans mon classement préliminaire, je me souviens plus où je l'avais, sauf que je l'avais pas dans le top 10, puis j'avais Carbonneau avant lui. Là, ben ça l'a switché, même si Desnoyers est vraiment pas autant spectaculaire que Carbonneau. À un moment donné, c'est pas juste les... Il y a d'autres choses que juste un joueur spectaculaire. Desnoyers, c'est un joueur, dans le fond, qui joue de la façon que les joueurs qui gagnent des Coupes Stanley jouent. Dans le fond, on veut faire ça simple. Là. Quand... ça a l'air d'un gars que tu prends, que tu mets dans le système des Panthers en ce moment, puis genre, il fit dans leur top 6. Il va faire tout extrêmement bien. C'est pas un joueur qui sort du lot quand tu le regardes en termes de comment il va être spectaculaire et ainsi de suite, mais c'est un joueur qui joue tellement bien sur 200 pieds. Il n'y a pas un gros tir, mais il est quand même capable de faire des buts. Il va se placer dans l'enclave pour faire des tirs ou faire des déflexions à partir de l'enclave. Mais c'est plus un passeur qu'un tireur, à mon avis. C'est pas le plus grand manipulateur. Là, c'est pas James Higgins là, de la façon qu'il crée ses jeux, sauf qu'il est capable quand même de recevoir la rondelle, faker un tir pour après ça, en regardant le goaler, puis envoyer la rondelle à travers la glace sans jamais avoir regardé le joueur ou ce qu'il l'envoie. Fait que il est capable de vendre sa salade, si on veut, puis de faire un jeu complètement différent, mais c'est pas sa grande force. C'est pas un manipulateur de joueur. C'est juste... il est beaucoup plus direct, dans le fond. Là. Sauf que c'est un joueur à caractère défensif avec un potentiel offensif.
c'est ça, je vois pas vraiment Desnoyers devenir un joueur de 70 points, 80 points. Je serais quand même surpris. Il n'y a jamais rien qui est impossible. C'est dur d'évaluer un joueur qui a 17 ans, 18 ans, puis dire à 25 ans ou quand il va arriver à son pic à comme 28 ans, non, il n'aura jamais fait 70 points. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est plus le fait que je pense que dans la majorité de sa carrière, je pense que c'est plus un joueur qui se situe dans le 50 à 60 points, d'en faire quelque chose comme ça, avec une vingtaine de buts, mais un potentiel, pas un potentiel, mais un impact, un gros impact côté défensif, un gros impact côté forecheck aussi. C'est un gars qui a un coup que l'allié ou peu importe qui, que ce soit lui ou l'allié, envoie la rondelle dans le coin, c'est un gars qui va pas arrêter de patiner pour aller faire son forecheck. Il va pas se laisser glisser puis mettre son bâton par en avant puis essayer d'y aller doux. Là. Il va faire un vrai forecheck. Il va patiner jusqu'à la dernière seconde puis il va rentrer dans le joueur puis il va essayer de ramasser la rondelle. Son but, c'est pas nécessaire, ça va pas de faire mal, c'est pas un power forward, mais c'est un joueur qui va y aller, qui va aller couper au niveau des mains pour justement séparer le joueur de la rondelle, ramasser la rondelle dans le coin, puis après ça l'envoyer weak side pour qu'un joueur puisse la ramasser, puis à partir de là, on part un jeu. Là. Donc, c'est ça Desnoyers. Il joue de la façon LNH. C'est un joueur que tu repêches. Tu sais qu'au minimum, tu vas avoir un joueur middle six. Dans le fond, qui va jouer troisième ligne, qui peut monter sur la deuxième ligne sans avoir un impact négatif. Mais il y a aussi un potentiel de top 6. Je serais première ligne, je pense pas qu'il y a le niveau offensif pour ça. Il n'a jamais vraiment démontré ça dans sa carrière jusqu'à date, qu'il avait un niveau offensif pour être un premier centre. Sauf que c'est définitivement un deuxième centre de luxe avec une capacité défensive et un potentiel offensif. Tout en même temps. Donc, des bonnes mains, un bon tir, un bon passeur. Il joue la game de la bonne façon. ça fait cheesy un peu, là, mais c'est ça quand même. Il joue le hockey de la façon professionnelle, puis c'est un joueur professionnel. Donc, c'est ça. C'est ça pour Desnoyers. C'était ça le numéro 5. On part au numéro 4. Et au numéro 4, j'ai Porter Martone qui descend un peu dans ma liste, si on veut. Là. Quand j'ai fait mon scouting report sur lui, j'ai dit comme quoi, d'ici la fin de la saison, il allait se battre pour la première position avec Matthew Schaefer, fort probablement. Finalement, pour l'instant, il est numéro 4. Là. Les choses changent. C'est juste que Martone, un peu comme O'Brien, je trouve qu'il joue trop lent. T'sais, O'Brien, je pense que c'est un meilleur patineur que Martone, par contre. Là. Mais Martone a quand même un coup de patin satisfaisant. Il est capable de jouer avec de la rapidité dans son jeu. Le problème, c'est que il le fait pas vraiment. il ralentit le jeu constamment. Mais même, ce gars-là, Porter Martone est capable de prendre une décision avec la rondelle en un éclair. Okay? Puis il est capable de prendre la bonne décision, la meilleure décision, puis celle qui a la meilleure probabilité. Il va faire le meilleur jeu avec la rondelle, souvent en prenant la décision en un instant. Donc, c'est un très bon aspect. Selon moi, dans le repêchage, je pense que Martone a le meilleur hockey sense du repêchage. Sauf que le reste ne suit pas toujours. T'sais, le rythme, il ne suit pas toujours. Le patin ne suit pas toujours. La qualité de la passe est toujours sa coche. Il y a toujours une excellente passe. Là. C'est un excellent passeur. C'est aussi un excellent tireur. Je pense pas au même niveau que son niveau de passe, là, mais ses habiletés avec la rondelle sont exceptionnelles, ainsi que sa capacité de lire le jeu à une rapidité. Sauf que le reste de son jeu ne suit pas la même rapidité. En ce moment, il est très en mode ralentir le jeu pour créer ses jeux, mais au niveau de la Ligue nationale, à moins d'être sur un power play, il n'y a pas une tonne de fois où tu vas ralentir le jeu pour pouvoir créer tes jeux. Il faut que tu crées à haute vitesse parce que le but dans la Ligue nationale, le plus souvent, c'est de créer des contre-jeux avec un joueur de plus. Right? Donc, tu vas réussir à briser un jeu en zone neutre, tu vas partir de l'autre côté, tu as un 3 contre 2, il faut que tu y ailles à plein train. Tu peux pas arrêter un coup de traverser la ligne bleue, puis prendre ton temps, puis attendre que tout le monde rentre dans la zone, parce que là, toute la zone défensive, la zone offensive plutôt, elle va se fermer, les défenseurs, ils vont se mettre dans l'enclave, ils vont protéger l'enclave, puis
ça va devenir dur de créer un jeu. Donc, du moment qu'il y a une erreur qui se fait en zone neutre, puis que tu pars de l'autre côté, puis que tu as un avantage, tu as un surnombre, il faut que le jeu se fasse immédiatement. Il faut que tu partes à patiner, puis tu fasses ton jeu en patinant. Tu peux pas arrêter comme ça. Ben, Martin, en ce moment, il est en mode j'arrête. fait que c'est un peu ça qui me dérange le plus, mais sinon, encore une fois, tu sais, c'est un gros joueur, c'est un joueur qui est un peu plus vieux aussi, donc sa production est un peu plus normale. Sauf que je pense qu'il y a le sens du hockey pour comprendre ce qu'il doit faire pour avoir du succès au niveau de la Ligue nationale. Il a des bonnes mains, c'est un excellent passeur, il a un bon tir, sa capacité de prendre des décisions rapides est excellente. Donc, je pense que le potentiel est là. C'est juste que des fois, je regarde ça puis je me dis... je fais des sons au lieu des mots. C'est ça. Donc, c'était ça pour Porter Martin. On passe au prochain. Et au numéro 3, j'ai l'ancien numéro 1, James Higgins, qui est un joueur qui est bon, mais pas tant bon. Je veux pas le dire comme ça, là, parce que c'est pas vrai. Là. C'est un très bon joueur. Sauf que, tu sais, on dirait qu'un joueur qui joue sur une ligne avec Perreault puis Leonard, on pourrait se dire que ce gars-là est quand même garanti une certaine production. Mais pas avec Higgins. Ça a l'air que non, pas avec Higgins. Définitivement, quand on regarde un match de Higgins, tu vois que Perreault prend la place. Ben, dans le fond, pas Perreault qui prend la place, mais Perreault est comme le... C'est le playmaker qui est... Le meilleur playmaker sur la ligne, si on veut. Leonard, c'est le gars qui ramasse toutes les pucks. C'est le gars qui fonce au filet. C'est le gars qui est comme désigné pour tirer. Puis tu vois que Perreault, il cherche Leonard. Puis Higgins, il est un peu comme... Il est pas délaissé, mais il est comme relégué au poste de complémentaire, si on veut, dans le fond. C'est un peu le même que je le vois, du moins dans les parties que j'ai vues. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est un excellent passeur, c'est un gars ultra intelligent, c'est un gars qui fait tout à haute vitesse. Même si c'est pas le plus gros des joueurs, sa base là, de patin est large. Là, quand on le regarde patiner, là, il est très large. Je sais pas comment le dire, là, mais sa base de patin est large, c'est simple. Puis fait que je pense qu'il est solide sur ses patins, sauf qu'il manque de force. Là, c'est évident au niveau de la NCAA, comme quoi il va perdre beaucoup de batailles sur le long des rampes, bataille pour le positionnement, sauf qu'il réussit à s'en sortir en utilisant ses mains, en utilisant son patin. Il a un bon patin explosif, qui est quand même rapide. C'est pas Jack Hughes. Là. Il a souvent été comparé à Jack Hughes. Là. Il n'est pas du tout au niveau de Jack Hughes, au niveau du patin. Mais je suis quand même un peu impressionné que la production soit juste là, parce qu'il y a des matchs que j'ai vus que le gars il a fini avec comme 25 chances, là, puis il a eu 0 point. Ça n'a aucun sens. Là. À un moment donné, tu te dis il faut que ça rentre parce que ça n'a aucun sens à quel point il créait des chances. Mais il y a des matchs aussi que j'ai vus qui étaient extrêmement tranquilles. Fait que c'est un peu dur à suivre. C'est un joueur qui est un peu plus vieux. Il est né au début novembre, si je ne me trompe pas. Fait que c'est. Tu sais, la production ne suit pas le niveau d'un joueur que tu te dis c'est un numéro 1. Dans le fond, que c'était supposé être le joueur numéro 1. Je ne suis pas sûr non plus que. Je ne sais pas s'il y a le potentiel d'un vrai centre numéro 1 au niveau de la Ligue nationale. Alors, si aujourd'hui, il y a du monde qui débat que Suzuki, c'est pas un centre numéro 1 dans la Ligue nationale, est-ce que Higgins est meilleur que Suzuki? Je suis pas sûr, mais. Je suis pas sûr que Higgins est meilleur que Suzuki. Suzuki avait un meilleur tir, en tout cas au même âge. Higgins était un meilleur patineur au même âge. Est un meilleur patineur que Suzuki était au même âge. Au niveau des habiletés pour lire le jeu, je sais pas. C'est dur à dire. C'est sûr qu'au même âge, Suzuki était plus faible que Higgins. Mais est-ce que Higgins va réussir à devenir au niveau de Suzuki? Je suis pas sûr que je mettrais ma maison là-dessus. Je vois pas ce potentiel-là. L'année passée, je t'aurais dit oui. Mais cette année, je suis pas sûr que je dis oui encore. Fait que c'est ça. À suivre pour Higgins, il est intriguant.
On va voir où est-ce que ça s'en va. Mais il y a les habiletés pour réussir. Il y a définitivement le sens du hockey. Il y a les mains, il y a le patin, il y a la vision. Son tir qui s'est amélioré aussi beaucoup. Sauf que j'en veux toujours plus. C'est pas le plus grand des travaillants non plus. Si on compare maintenant avec Logan Cooley, là, qui était un peu dans le débat pour First Overall, là, quand Slavkovski a été choisi. Cooley, c'est un joueur qui se bat, qui a pas eu une bonne production dans son année de repêchage, de ce que je me souviens. Puis à tous les niveaux, là, que ce soit dans le US NTDP, autant que ce soit dans les championnats mondiaux, là, je pense pas que la production avait été tant excellente. Là. Higgins, l'année passée, il y a eu une production de fou. C'était-tu au U18? Ouais, je pense que oui. U18, l'année passée, il y avait une production de fou, puis Cooley avait pas eu ça dans son année de repêchage. Là, sauf que Cooley avait toujours le côté combatif. Il est plus explosif aussi sur patin, là, mais il y avait ce côté-là, là, combatif, là, de sa capacité là, de toujours pousser le pace, toujours pousser plus loin, couper à travers les défenseurs sans la rondelle pour les faire reculer, pour ouvrir de l'espace pour les autres. Il faisait plein de bons jeux. C'est pas que Higgins les fait pas, ces bons jeux-là, c'est juste que Cooley était juste plus agressif avec la rondelle, plus agressif sans la rondelle. Il allait plus fort sur le long des rampes, mais en même temps, il jouait dans la USHL plus souvent aussi. Donc, on va voir, là. C'est juste pas mon préféré. Je sais pas quoi d'autre dire. OK, fait qu'on passe au numéro 2. Et au numéro 2, j'ai Michael Misa, qui... justement, j'ai hésité un peu là, entre Higgins et Misa au numéro 2. Évidemment, au numéro 1, je pense que Schaefer s'est un peu démarqué du lot. Misa n'est pas super loin en arrière. Higgins, c'est peut-être une petite affaire plus loin en arrière. Mais j'ai quand même débattu là, entre les deux pour le numéro 2. Mais je trouve que Misa, first, est un patineur encore plus explosif, encore plus extraordinaire que Higgins. Je pense pas qu'il ait le même niveau de sens du hockey. Je sais même pas si c'est en proche. C'est pas un joueur qui va... tu sais, quand on regarde Higgins jouer, tu le vois dans le fond là, qu'il s'approche de la boîte défensive. Avec ses mains, il utilise son patin pour attirer des joueurs vers lui, attirer les yeux vers lui. Il va faker une passe vers la ligne bleue pour après ça revenir sur son revers, faire une passe dans l'enclave. Tu sais, il est constamment en train de bouger puis essayer de trouver des façons de créer des ouvertures puis d'attirer des joueurs sur lui-même. Il va passer entre deux joueurs avec la rondelle, les deux joueurs se retournent vers lui, il va glisser la rondelle en arrière de lui pour un joueur qui passe à travers l'enclave à toute vitesse. Hein, c'est un gars ultra intelligent de la façon qu'il va distribuer la rondelle. C'est un peu à la Leo Carlson, là, il y a une couple d'années. Très, très, très intelligent de la façon qu'il attire des joueurs, de la façon qu'il redistribue la rondelle un coup que les yeux sont sur lui. Mais Michael Misa, c'est pas ça. Michael Misa, il utilise l'espace qui est libre. Donc, s'il y a des joueurs qui sont libres quelque part, c'est lui qui va recevoir la rondelle. Il y a pas de... Il essaie pas de comme je dis souvent, décortiquer la défense ou d'essayer de manipuler la défense pour créer des ouvertures. C'est pas ça son style de jeu. C'est beaucoup plus direct. C'est pas le meilleur fabricant de jeu. Je pense que Michael Misa, ça va plus être un joueur qui va recevoir une passe on the go puis qui va y aller à plein train pour un tir. Un très bon tir de loin, très bon tir de proche. C'est un joueur qui est ultra compétitif. Le long des rampes, dans les coins, ramasser des rondelles, prendre la rondelle, ramener ça vers le milieu, aller sur le bord du filet, finir au filet, couper au filet. Misa, lui, il se bat pour sa vie dans un match de hockey. Là. Sauf que il n'a pas la même capacité à fabriquer des jeux. Du moins, pas à haute vitesse, ou je pense ni à basse vitesse non plus. C'est un joueur beaucoup plus simple dans la façon qu'il va approcher le jeu offensif. Donc, il y a plus un style finisher qu'un style créateur, dans le fond, de jeu. Donc, sauf qu'un coup qu'il a la rondelle sur son patin, sur son bâton, puis qui est à pleine vitesse, là, il n'est pas arrêtable. C'est incroyable la vitesse à laquelle il se déplace avec la rondelle sur son bâton, puis il est capable de la manier à cette vitesse-là. Au début de la saison, je trouvais qu'il perdait souvent
avec son maniement de la rondelle, là, la rondelle sautait par-dessus son bâton, tout le kit. Là, il perdait souvent le bon contrôle de la rondelle. Il était capable de la garder dans les alentours de son bâton, mais il était jamais comme pas jamais, là, mais souvent, il perdait comme la pleine possession de sa rondelle. Là, on dirait que c'est comme plus, ça s'est calmé un peu. Il reçoit une passe, justement, on the go, puis il part là, pour essayer de contourner la défense, puis d'aller vers le filet. Il est en pleine possession. On dirait qu'il y a comme... il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas si c'est son tape. Mais il y a quelque chose qui a changé parce que maintenant, la rondelle, elle reste là, puis elle le suit. Ce qui était un problème, je trouve, avant. Mais c'est ça. Fait que, ultra compétitif, vraiment rapide et explosif. Un gars qui va travailler fort partout sur le 200 pieds de la ligne de la patinoire. C'est un gars qui est capable de fabriquer des jeux sans être nécessairement un fabricant de jeux. Un excellent tir, puis qui va aller finir dans les endroits durs de la ligne. Dans les endroits durs de la patinoire, il va se placer dans le milieu, il va essayer de trouver des façons d'avoir de l'espace ou il va plonger dans un espace qui a été créé quand il y a un défenseur qui s'est tourné pour pouvoir aller faire un tir là, en recevant la rondelle. Juste un excellent joueur qui est capable de faire les deux, tirer et fabriquer, mais qui, selon moi, a plus une habilité de tireur qu'une habilité de fabricant de jeu. Et au numéro 1, Matthew Schaefer, comme je pense la majorité du monde va s'en aller vers de ce côté-là parce que un moment donné, on n'a juste pas le choix. C'est l'affaire avec Schaefer, c'est que, tu sais, quand on le regarde, souvent, des fois, ça a l'air quand même un peu clunky, là, son jeu. T'sais, on regarde son côté offensif ou même son côté défensif. C'est pas... quand je pourrais dire... c'est pas toujours fluide. Là, l'exécution, là, c'est pas toujours fluide. Sauf que on peut projeter le fait que Matthew Schaefer, c'est un gars qui est né le 5 septembre, si je me trompe pas. Je pense que c'est ça. Matthew Schaefer il est né le 5 septembre 2007. Tu peux comparer ça à des joueurs comme Malcolm Spence, qui est né, je pense, le 22 septembre 2006. Donc, carrément un an avant, ou des joueurs comme, justement, Higgins, Potter Martone, Roger McQueen, Bear, Eklund. C'est tous des joueurs là, qui ont un an de plus que lui. Puis lui, il est déjà à ce niveau-là, à l'âge qu'il a, qui est quand même assez incroyable. Là. C'est pas à toutes les années qu'on a un joueur qui a un potentiel élite dans toutes les facettes du jeu. Généralement, les défenseurs qu'on voit, tu sais, mettons, on comprend... Mes défenseurs préférés l'année passée, c'était Dickinson puis Bouillon. Fait que si, mettons, on oublie le fait qu'ils ont été choisis en dehors du top 10, ben, tu sais, Dickinson n'a pas la même capacité de distribuer la rondelle ou la capacité de voir les jeux ou d'être intelligent avec la rondelle que Schaefer a. Oui, je pense, défensivement, je pense que c'est un potentiel similaire. Transition, je pense que c'est un potentiel similaire. Peut-être un petit peu plus pour Schaefer parce qu'il est capable de mieux choisir ses passes peut-être. Mais les deux sont d'excellents patineurs, donc ils peuvent la sortir eux autres même dans le pire des cas. Dickinson a un meilleur tir, définitivement, sauf que tu sais ce que je veux dire, c'est il manque quelque chose dans le jeu de Dickinson qui est dans la distribution à partir de la ligne bleue, là, qui est vraiment... Il n'est pas au même niveau que Schaefer. Si on prend, mettons, un joueur comme Bouillon, ben lui, il n'a pas le côté athlétique de Schaefer. Il a fait à peine 6 pieds. Là. Si je me souviens bien, il était fier d'être le seul des joueurs de 5 pieds 11 ou qui était écrit 6 pieds sur Elite Prospect qui s'est vraiment rendu à 6 pieds au combine. Quelque chose comme ça. Fait que... c'est pas un côté athlétique, c'est un bon patineur pis tout, sauf que c'est pas un joueur qui est grand, c'est pas un joueur qui a une bonne portée. Là. Schaefer, il fait juste 6 pieds 2, mais une portée d'un gars de 6 pieds 6. Fait que il y a ça. Mais c'est aussi. Puis si on continue dans le fond, là, dans cette route-là, là, on prend des joueurs comme l'année d'avant. Avant ça, c'était Ryan Backer puis Simachev qui ont été repêchés, les deux premiers défenseurs. Puis aucun de ces deux défenseurs-là a le potentiel de Schaefer. En termes de two-way, du moins, dans les deux sens de la patinoire, c'est pas impossible que Simachev et Ryan Backer soient aussi bons que Schaefer défensivement ou peut-être même meilleurs. C'est pas.
c'est pas tiré par les cheveux de dire que Rainmaker pourrait être meilleur défensivement que Schaefer. Sauf que il n'y aura jamais le même potentiel offensif ou le même potentiel en transition que Schaefer peut avoir. Schaefer, c'est un patineur élite, c'est aussi un penseur élite. Fait que je pense. C'est ça. Je pense pas le même potentiel. Fait que dans le fond, c'est ça. Tout ça pour dire, dans le fond, que Schaefer, dans toutes les facettes du jeu, que ce soit défensif, que ce soit en transition, que ce soit offensif, il y a un potentiel élite. Est-ce qu'il va se rendre là dans toutes les facettes? Ça, c'est la partie qu'on ne sait pas, mais il est très jeune. Il y a beaucoup de runway. Là. Je ne sais pas comment le dire en français, mais il y a beaucoup d'espace pour l'amélioration. First, il va devenir beaucoup plus fort éventuellement. Tu sais, justement, dans la version anglophone du vidéo, je comparais avec Lev Shunov. Lev Shunov, c'est un joueur qui, quand on le regardait rendu au repêchage, tu sais, il était déjà à 200 quelques livres, puis ça fait déjà pratiquement un an qu'il était à 200 quelques livres. Il était déjà gros, fort, powerful. Tu vois, l'athlète que tu recevais en repêchant, Levchunov, c'était l'athlète que tu recevais. Ce que tu voyais, c'est ce que tu recevais. Avec Schaefer, ce que tu vois là, c'est pas ce que tu vas recevoir. Parce que c'est sûr qu'il va prendre du poids. Ça se peut qu'il grandisse encore un peu. Comme je disais, c'est un gars de septembre. Fait que, même s'il grandit pas, il a une très grande portée, mais c'est sûr qu'il va prendre du poids. Il va prendre de la carrure, il va prendre de la force. Fait que c'est son côté défensif qui est déjà excellent, même s'il clunky des fois, va devenir encore meilleur. Son côté de récupération de rondelles, clairer le devant du filet, toutes les parties où ce que tu vas utiliser de la force puis ton gabarit, ben, il va devenir meilleur. Donc, il y a plus d'espace à l'amélioration avec un joueur comme Schaefer qu'il y en avait avec un joueur comme Lev Shunov. Puis après ça, tu prends le fait que le gars est déjà excellent côté offensif. Des fois, la game, elle va pas bien en avant de lui. Puis à un moment donné, il décide c'est assez. Puis il take over. Il décide que c'est assez. Puis il va aller produire pour son équipe parce qu'il faut qu'à un moment donné, ça l'avance. Fait que c'est ça, Schaefer. C'est un gars combatif, compétitif. C'est un gars qui a extrêmement beaucoup de talent, offensivement, défensivement, en transition. Le potentiel est vraiment excellent. Donc, tu sais, quand on y pense, on n'a pas eu un défenseur de ce style-là depuis 2018 avec Rasmus Dahlin. Je pense que c'est un défenseur dans la même trempe. À mon avis personnel, je pense que je préférais Dahlin à son année de repêchage ou même à son année repêchage -1. J'adorais Dahlin. Fait que c'est dur de dire que j'aime mieux Schaefer. Mais tu sais, c'est pas impossible que Schaefer soit justement un joueur dans cette trempe-là. Est-ce qu'il va être meilleur que Dahlin? Je suis pas prêt à dire ça parce que Dahlin, c'est tout un joueur. Là. Et c'était tout un joueur aussi à son année de repêchage. Mais je pense que Schaefer a le potentiel de devenir ce type de joueur. Un défenseur numéro 1, une star dans la Ligue nationale, un joueur qui est dans le vote du Norris à chaque année, dans le fond. Là, c'est ça. Un Dahlin, dans le fond. Il n'y en a pas une tonne, mais lui, ça se pourrait très bien qu'il en soit un. J'ai pas été convaincu comme ça depuis le début. Chez Schaefer, dans mon rang préliminaire, je me souviens plus à quelle position je l'avais, mais j'étais pas convaincu. J'étais pas autant convaincu que la majorité du monde. Il y a bien du monde qui parlait déjà de Schaefer comme numéro 1. Tout le gars, ils ont tous vu ça avant moi parce que moi, je le voyais pas exactement comme ça, mais plus que je l'ai regardé, puis encore là, au championnat du monde, le gars il s'est blessé, le Canada est devenu une équipe de bas-fond aussitôt qu'il s'est blessé. Fait que c'est ça. Fait que Schaefer, numéro 1, puis je pense que justement, en termes de potentiel, on parle d'un joueur là, qui est voté pour le Norris à chaque année. Là. Dans son prime, on va lui donner une couple d'années pour qu'il devienne meilleur. Je sais pas par contre si c'est un joueur que je ferais jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Tu vois, il est jeune, il est grand et mince, si on veut. C'est pas le plus fort. Je sais pas s'il allait jouer défensivement dans la Ligue nationale. Je ferais ça. Je pense que je donnerais une autre année. Là. Je pense qu'ils peuvent jumper dans la NCAA aussi maintenant. Là. Fait que, on sait jamais. Peut-être qu'il veut faire ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour le top 10. Je vais commencer à faire des podcasts plus souvent.
à partir de maintenant, dans le fond. Là, j'ai noté plusieurs sujets sur lesquels que je voulais parler, dont faire des redrafts de certaines années. Donc, je vais tout mettre ça en branle. Je vais en commencer à en faire beaucoup plus. Et là, j'avais pas tant de sujets que ça à parler là, avant les fêtes, dans le fond. Fait que je me suis dit, j'en ferai juste pas. J'avais aussi pas le temps. Mais là, j'ai un peu plus de temps et des sujets à parler que j'ai tout préparé. Donc, on va commencer à en faire plus souvent. Puis, justement, tous les rankings, là, comme les top 10 de ci, les top 16 de ça, whatever, ben, je vais tous les faire en version française aussi. Version podcast. Puis, c'est ça. Donc, bon, on finit ça là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié la liste. C'est ça. On se voit dans le prochain. Merci beaucoup d'avoir écouté. Peace.